Donc ce soir, un sujet de société sur la société numérique. C'est tout indiqué. Nous sommes, pour votre information, sur une scène conventionnée art numérique. Et Enghien est ville créative de l'UNESCO pour le numérique. J'ai dit la société numérique, mais plus du point de vue de la famille ce soir, face à cette révolution numérique. Le numérique, pas seulement comme un outil, vous le dites vous-même, Monsieur Tisseron, mais bel et bien comme une nouvelle culture qui aujourd'hui nous domine et qui suit celle du livre et de l'écrit et qui toutes les deux doivent cohabiter. Donc Serge Tisseron, vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, chercheur, j'allais dire insatiable, associé à l'université Paris 8, Denis Diderot depuis 2013, habilité à diriger des thèses, membre de l'Académie des technologies depuis 2015. Vous êtes également un auteur prolifique, c'est incroyable tout ce que vous faites. Vous avez publié 34 essais personnels, traduits dans 11 langues, mais aussi des ouvrages coécrits, des contributions à des encyclopédies, des articles de presse, des préfaces. Coécrit, je voulais juste en citer un, avec Bernard Stiegler en 2009 aux éditions Mordicus. Faut-il interdire les écrans aux enfants? Voilà, donc vos thèmes de prédilection sur les secrets de famille, mais aussi sur nos relations aux images et les bouleversements psychiques et sociaux entraînés par le numérique. Vous êtes également co-auteur du rapport de l'Académie des sciences, L'enfant et les écrans. Voilà, en quelques années, les technologies numériques ont bouleversé, vous le dites, notre vie publique, nos habitudes familiales et même notre intimité. Les parents et les pédagogues en sont souvent désorientés. Je voulais aussi signaler que vous êtes un homme complet, que vous avez démarré par des études littéraires, c'est intéressant, avant de vous orienter vers la médecine, avec un sujet de thèse, alors je dirais fort original pour l'époque, puisque vous l'avez soutenu en 1975, dont je vous lis là le titre, le sujet « Contribution à l'utilisation de la bande dessinée comme instrument pédagogique, une tentative graphique sur l'histoire de la psychiatrie ». Donc déjà, vous ouvrez le travail sur l'image, vous êtes notre instigateur. Et puis une autre thèse aussi, vous en parlerez peut-être, en 85 ensuite, parce que je crois que le sujet était trop fourni, vous avez scindé Tintin chez le psychanalyste. Vous en parlerez peut-être. Et depuis 10 ans, votre intérêt se porte plus pour les jeux vidéo et les mondes en ligne. Donc vous vous attachez toujours à montrer les relations que nous formons collectivement et individuellement avec les objets et les technologies, notamment dans leur dimension affective. Voilà, vous êtes donc devenu un expert, vous proposez des méthodes, des règles pour utiliser les écrans, des conseils. Je cite simplement votre ouvrage qui est là au cœur ce soir aussi, 3, 6, 9, 12, Apprivoiser les écrans et grandir, aux éditions RS paru en 2013. Ou bien le guide de survie pour accros aux écrans, ou comment garder ton ordi et tes parents, aux éditions Nathan, Paris 2015. Donc c'est pour dire que vous responsabilisez tout le monde, les parents, les enseignants et avant tout les enfants et les adolescents. Voilà, votre pensée n'est pas manichéenne et c'est ce qui nous plaît chez vous, puisqu'à la base vous êtes quand même un amateur intrigué, un fan de dessin, de photographie. Je voudrais simplement, il n'y a pas que des choses négatives, des beaux titres autour de l'image. En 1996, Le bonheur de l'image, Le mystère de la chambre claire. En 1996, Les bienfaits des images, il faut le dire, en 2002, et Comment Hitchcock m'a guéri en 2003 chez Albin Michel. Voilà, la force des images aussi au cinéma. Et puis, je terminerai simplement aussi avec les méthodes et ce que vous créez pour nous aider, aussi bien à l'école qu'en famille. Il y a aussi, vous l'évoquerez sûrement, ce jeu des 3 figures, je voulais le citer quand même, que vous avez créé et affiné entre 2006 et 2008. C'est une forme de jeu théâtral, j'en parle parce que je sais qu'il y a des enseignants ici
qui marche très bien, vous le dites, pour les enfants qui ont regardé trop précocement la télévision, comment mieux gérer l'influence des images. Et vous nous le redirez, un site y est consacré, un guide a été réédité en 2015, et vous allez au-delà de la maternelle, également dans les écoles primaires et collèges maintenant. On en reparlera sûrement. Alors, simplement vous dire que cette rencontre sera suivie d'une séance de dédicace, et vous signaler aussi qu'elle est filmée pour les amis qui n'ont pas pu venir. Elle sera retransmise grâce à Steve qui nous accompagne, qui est très réactif et qui permettra qu'elle soit visible sur notre site d'ici 2-3 jours, Médiathèque Georges Sand. Donc merci à vous infiniment par avance pour tout ce que vous allez nous dire, l'échange qui se fera ce soir et qui sera très riche, j'en suis sûre. Voilà, merci de nous inciter à trouver le bon équilibre et à poser les balises, je ne sais comment dire, sans, en tout cas, je le dis pour les jeunes qui sont là, c'est pas une conférence contre eux, leurs habitudes. En tout cas, vous nous aidez à ne pas dramatiser non plus, pas culpabiliser la relation aux écrans. Voilà, merci infiniment par avance. On a dit 40 minutes, après c'est vous qui décidez à quel moment on met les questions, pendant, après, et ensuite la dédicace. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci beaucoup, merci de cette invitation, merci de cette présentation. Alors vous voyez, l'énumération de choses que j'ai faites vous donne déjà une large idée des questions que vous pouvez me poser. Donc ça, c'est bon signe. Alors oui, il m'a été demandé de vous parler une quarantaine de minutes, que vous posiez vos questions après. Si toutefois vous avez des questions très pressantes, ça ne me gêne pas que vous leviez le doigt. J'ai demandé que la salle soit suffisamment lumineuse pour que je vous voie. Et à ce moment-là, j'essaierai de vous répondre au moment où votre question est bien chaude et où peut-être, je pense, vous avez la meilleure réceptivité pour entendre la réponse. Voilà, j'ai demandé qui est derrière moi le flyer 36912 qui vous permettra de rebondir par rapport à ce que je vous dis. Je ne vais pas vous dire ce qu'il y a dedans, je vais vous dire des choses qu'il n'y a pas dedans, il y a des choses qui sont dedans, je ne vais pas vous dire. Voilà, l'important, ça va être que vous puissiez avoir une représentation assez large de ce qu'est aujourd'hui le paysage numérique pour les familles et des bons usages qu'il est important de développer en tant que parent déjà pour soi-même, en tant que grand-parent pour soi-même, et puis avec les enfants, avec comme fil conducteur le fait qu'on n'apprend bien que par l'exemple, donner le bon exemple, mais là il n'y a pas de scoop, si ce n'est qu'avec les téléphones mobiles et les tablettes et la télévision, c'est quelque chose qu'on a un peu tendance à oublier en ce moment. Alors, avant de vous donner des repères 36912, donc aller sur 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, je vais vous dire quelques mots des grands bouleversements actuels en lien avec le numérique. Alors pourquoi? Même pour que vous compreniez que de toute façon, quelle que soit la manière dont nous éduquons nos enfants, c'est-à-dire qu'on les laisse utiliser largement les outils numériques, qu'on essaye le plus possible de les tenir à l'écart des outils numériques, de toute façon ils grandissent dans le numérique, ils grandissent avec le numérique. S'ils ne l'utilisent pas chez nous, ils l'utilisent chez des camarades, ils regardent les smartphones des camarades dans la cour de récréation, et donc du coup leur manière de fonctionner est différente de la nôtre. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est un vrai défi aujourd'hui pour les parents. Jamais des parents n'ont été confrontés dans l'histoire à des enfants aussi différents d'eux-mêmes au même âge. Et donc beaucoup de parents ont tendance à se dire « mais j'étais pas comme ça à son âge, donc il ne doit pas aller bien ». Non, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il n'est pas comme nous étions à son âge qu'il va forcément pas bien. Non, parce que souvent d'ailleurs le fait qu'il soit différent de nous, c'est le signe qu'il va bien. S'il était comme nous, ça serait le signe peut-être qu'il va pas bien justement. Alors donc je vais d'abord vous dire quelques mots de tout ce qui change avec le numérique, et puis après on abordera 36912. Alors qu'est-ce qui change? Vous savez, il y a une boutade, on dit que la bonne question c'est pas de savoir ce qui change, c'est savoir ce qui ne change pas. Parce qu'en fait tout change. Je vais me centrer sur 4 domaines. La relation au savoir, la relation aux apprentissages, la relation à la construction de l'identité, parce que peut-être vous paraître curieux, mais nos enfants ne construisent pas aujourd'hui leur identité comme nous avons construit la nôtre, et puis la relation bien sûr à la sociabilité, une question qui dépasse très largement, et la question des réseaux sociaux.
Alors, bouleversement dans la relation au savoir, c'est évidemment le modèle Wikipédia. C'est le fait que, comme disent bien les gens du milieu de l'industrie, du commerce, au milieu des affaires, aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à Wikipédia, chacun peut en savoir plus que son chef désigné. Dans le domaine où le chef est censé en savoir plus, évidemment. Donc, ça veut dire fin d'unité de commandement. Ça veut dire que nos enfants peuvent en savoir plus sur certains domaines que nous. Donc, ça veut dire, quand on parle de quelque chose, leur demander peut-être plus souvent leur avis, s'ils en ont entendu parler. Ça veut dire, pour les enseignants, stimuler beaucoup plus la pédagogie de projet, comme on dit, c'est-à-dire inviter les enfants à faire des exposés, des débats, des controverses, voilà. Inviter les enfants à explorer les espaces numériques pour y cultiver leur centre d'intérêt. Avant, dans l'ancien temps, il y avait toujours possibilité de trouver une bibliothèque quelque part, mais elle n'était pas forcément ouverte au moment où on était disponible pour y aller. Il n'y avait pas forcément les bonnes personnes pour nous renseigner, il n'y avait pas forcément les bons livres. Aujourd'hui, avec Internet, tout a changé. Donc, diffusion beaucoup plus rapide des savoirs, vous voyez, avec comme conséquence que les relations doivent beaucoup plus se penser sur un mode de réciprocité. Moi, je peux t'apprendre ça, et puis toi, peut-être que tu peux m'apprendre autre chose en contrepartie. S'il y a des enseignants parmi vous, je conseille toujours aux enseignants qui sont un peu perdus avec le numérique, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, de demander à leurs élèves qui parmi leurs élèves pourrait accepter d'être pour eux un coach numérique. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait répondre à leurs questions sur le numérique aussitôt qu'ils en ont une. J'ai entendu parler de Snapchat, mais qu'est-ce que c'est donc ? Si vous allez chercher sur Internet, vous allez trouver probablement beaucoup de choses qui vont vous informer, mais pas forcément des choses les plus importantes à savoir. Dans la relation que vous avez avec des enfants qui vivent Snapchat, vous avez un coach numérique, vous lui demandez, il vous le dit. Voilà, donc ça, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est les patrons du CAC 40 qui ont eu la bonne idée de se prendre des coachs numériques. Deuxième point, on va vite, mais si vous avez des questions, on reviendra dessus. Par contre, il y a un petit effet Yersen, mais je ne m'explique pas. Alors, deuxième point, très vite, bouleversement dans la relation aux apprentissages. Vous savez qu'il y a des images un peu partout, voilà, certains regrettent même qu'il y en ait partout, dans les livres de classe, voilà, on apprend beaucoup avec les images maintenant. Et ce qui est très important, c'est que du coup, on fait fonctionner deux modes d'apprentissage parallèles, l'apprentissage avec le langage, qui a été le modèle dominant depuis la Troisième République, même avant, enfin disons dans notre culture, Troisième République, voilà l'importance du livre, de la bibliothèque, dans chaque collège, dans chaque lycée, etc. La rédaction, apprendre par cœur des poèmes, culture du texte. Et puis maintenant, une culture des images, on apprend avec les images, et il faut bien comprendre que ces deux compétences majeures chez l'être humain. Vous savez, on a tous plus ou moins, on a tous 8 formes d'intelligence possibles, mais en fait on en a toujours 3 ou 4 chacun, car plus, voilà, c'est rare les gens qui arrivent à avoir plus de cultiver plus de 4 formes d'intelligence sur les 8. Mais il y a 2 formes d'intelligence qu'on a tous, c'est l'intelligence verbale. Pas la peine de vous expliquer, on est des créatures de blabla, on aime bien parler de soi, il a même été montré que l'activité la plus gratifiante, c'est de parler de soi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui payent d'ailleurs pour parler de soi, parce que c'est très gratifiant. Et puis, on est aussi des créatures visuelles. Sinon, l'être humain n'aurait pas inventé la lanterne magique, le cinéma, le cinémascope, la 3D, maintenant la réalité virtuelle. Donc, on est des créatures de blabla, des créatures d'images. Et alors, quelle conséquence ? La conséquence, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il ne faut pas lâcher l'un pour l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que des enfants naviguent dans les images, ou donnent l'impression de naviguer dans les images, qu'il faut pour autant croire que c'est suffisant à leur développement. Il ne faut pas oublier que l'être humain a inventé le livre avant d'inventer la lanterne magique. Et il a inventé le roman et toute la culture, l'imprimerie, toute la culture du livre, avant d'inventer les espaces numériques. Et on en reparlera, ça veut dire en d'autres termes que c'est très important de cultiver chez les enfants non pas la culture du livre, parce que ce qui est important dans le livre, c'est pas le fait de connaître des livres, c'est le fait d'avoir une compétence narrative, c'est-à-dire d'être intéressé par écouter un récit et être capable de raconter quelque chose. Et ça, c'est très important. Quel que soit ce que les écrans apportent en termes d'apprentissage, il y a une forme d'apprentissage auquel les écrans ne contribueront jamais, c'est la capacité de raconter, de se raconter et de raconter des événements extérieurs à soi. Donc ça veut dire que ça, c'est une compétence qu'il faut cultiver parallèlement, et en tant que parent, je pense qu'on a un rôle très très important à jouer, parce que nos enfants voient beaucoup d'écrans, mais en général, ils ne trouvent pas d'interlocuteurs avec lesquels en parler.
Et donc c'est très important de les inviter à nous parler de ce qu'ils voient et font avec les écrans. Donc probablement il y en a parmi vous qui ont des grands-enfants et qui se disent, chaque fois que je demande à mon adolescent de me raconter son jeu vidéo, il m'envoie ailleurs. Voilà. Ben, c'est pas faux. Mais en revanche, il faut comprendre que souvent, les adolescents qui font ça, enfin pas 100%, mais souvent, moi, les adolescents qui font ça, c'est des adolescents qui ont pu avoir envie de parler de leurs jeux vidéo au moment où ils les découvraient. Mais il y avait pas, le parent n'était pas disponible. Laisse-moi tranquille, on t'a acheté un jeu vidéo pour que tu t'occupes, pas pour que tu nous embêtes encore plus souvent. Donc l'enfant souvent a été frustré de pouvoir parler de son jeu. Du coup, il en a acquis l'idée que si les parents lui ont acheté le jeu, mais pour qu'il n'en parle pas, qu'éventuellement, si l'enfant est allé chercher le jeu lui-même ou qu'il se l'est fait offrir par quelqu'un d'autre que les parents s'y intéressent pas parce qu'ils méprisent cette activité. Et même certains font un pas de plus et se disent mes parents me méprisent quand je fais ça. Donc ça veut dire qu'aucune chance de pouvoir leur en parler. Fait que quand le parent me pose une question, l'enfant a l'impression que, après tout, la question vient bien tard et il a emmagasiné tellement d'amertume qu'il refuse de répondre. En tout cas, gardez bien à l'esprit que la culture du livre, c'est-à-dire la compétence narrative, il y a deux façons de l'acquérir. Soit on a la chance de grandir dans une famille où on nous a lu des histoires, on nous a raconté des histoires, on nous a inventé, on nous a invités à parler de ce qu'on vivait, de ce qu'on faisait. Quelle chance! Mais il y a des enfants qui n'ont pas connu ça. Ils n'ont même pas envie de lire du tout, ils sont fâchés avec les livres. Alors il y a une autre manière de développer la compétence narrative chez eux, c'est de les inviter à raconter les images qu'ils ont vues. Et vous allez me dire pourquoi les images, pourquoi pas leur vie? Parce que les images, elles ont un fort pouvoir émotionnel. Et donc comme elles ont un fort pouvoir émotionnel, elles donnent envie d'en parler. Que ce soit des choses qu'on a vues qui nous ont fait très 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 plaisir, ou des choses qu'on a vues qui nous ont malmenés, qui nous ont angoissés. Dans les deux cas, plus l'émotion est forte, plus on a envie d'en dire quelque chose. Mais plus c'est important que l'interlocuteur soit là au bon moment. Voilà, donc bouleversement, vous voyez, dans la relation aux apprentissages, mais question qui va bien au-delà de l'utilisation que l'école, aujourd'hui, les établissements scolaires peuvent faire des médias numériques, dont on pourra reparler tout à l'heure si vous voulez. Troisième domaine que je vais aborder rapidement, bouleversement dans la construction d'identité. Oui, ça aussi, ça a changé. Les enfants aujourd'hui grandissent dans un monde où ils voient très vite que, autour d'eux, si ce n'est leurs parents, il y a des familles décomposées, enfin dites décomposées, recomposées, voilà. Et puis, souvent, les gens autour d'eux sont amenés à changer de métier, ou en tout cas, les enfants grandissent avec l'idée qu'eux seront probablement amenés à changer de métier. On nous répète sans arrêt que les métiers vont évoluer très vite. Il faudra avoir la possibilité de se reconvertir, et puis probablement être amené à changer de ville à la demande d'un employeur pour trouver du travail, changer de pays, ça se fait beaucoup maintenant, et puis pour certains même changer de sexe, voilà. Et donc du coup, l'idée qu'au cours de la vie, les cartes, comme on pourrait dire, seront rebattues. On n'est plus à l'époque où on choisissait pour la vie un métier, un mari ou une femme, un parti politique, un syndicat, et une maison, et une salle à manger pour la vie. Une cuisinière pour la vie. Non, ça, cuisinière machine. Et donc, non, ça c'est fini. Et donc, du coup, l'idée que les cartes vont être rebattues, ce qui fait que si un jeune, vous ne sait pas trop ce qu'il veut faire et finit par vous lâcher parce que vous insistez qu'il fera peut-être ceci pendant quelques années, il ne faut pas croire qu'il est déséquilibré ou inadapté. Au contraire, ça veut dire qu'il est bien adapté au bouleversement auquel il sera obligé de faire face. Ce qui serait embêtant, c'est quelqu'un qui ne saute pas sur les opportunités, mais quelqu'un aujourd'hui qui saurait très précisément ce qu'il veut faire et qui voudrait s'y tenir absolument. Il aurait beaucoup moins d'opportunités professionnelles que quelqu'un un peu flottant, mais qui est prêt à sauter sur la première possibilité, même si ça l'oblige à renoncer à quelques projets et à s'adapter à ce qui lui est proposé. Donc vous voyez, il ne faut pas s'inquiéter de jeunes qui flottent un peu un moment avant de choisir une orientation dans laquelle ils ne croient qu'à moitié, parce qu'en même temps, ils ont compris qu'y croire trop, ça pourrait faire courir le risque de la déception. Parce que le marché du travail peut changer complètement en 3 ans, et les professions aussi. Voilà, donc bouleversement dans la construction d'identité, et ça c'est accentué en plus par les réseaux sociaux, par les jeux vidéo, par le fait que dans ces espaces numériques, on peut
prendre des identités d'emprunt. C'est le premier jeu à avoir fait ça, c'est World of Warcraft. On pouvait incarner un nain, un elfe, une petite créature, un gnome, un orc, une espèce de gros monstre un peu balourd. Voilà, et donc c'était le premier jeu, mais depuis, il y a beaucoup d'espaces numériques dans lesquels les jeunes peuvent prendre des identités, et donc du coup, en plus, l'identité, les garçons peuvent jouer le rôle des filles, les filles peuvent jouer le rôle des garçons, les jeunes peuvent jouer le rôle des vieux, les vieux peuvent jouer le rôle des jeunes, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voyez, l'identité se construit avec des va-et-vient, ce qui donne beaucoup plus de recul, évidemment, par rapport au choix identitaire que ce qu'il y en a eu dans la génération des gens qui sont nés avant le numérique et qui ont entre 40 et 80 ans maintenant. Donc, bouleversement dans la construction de l'identité. Puis, dernier point, pour finir de balayer ces bouleversements dans la construction de la sociabilité, et ça, c'est vraiment... Là, on est au cœur d'un problème crucial dans les familles, c'est que la sociabilité ne se construit pas par proximité physique, elle ne se construit plus par proximité physique. Dans l'ancien temps, vous savez, les gens avaient des liens plus étroits avec les personnes qui partageaient le même espace qu'elles, le même bureau, la même entreprise. Les gens sortaient dehors, sortaient de l'entreprise, se retrouvaient un peu au café, voilà. Aujourd'hui, les gens construisent des liens non plus par proximité physique, mais par centre d'intérêt partagé. C'est comme ça qu'on voit des familles entières, chacune sur leur smartphone. Chaque membre de la famille, chacun sur son smartphone. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas communiquer entre eux, ils peuvent le faire à certains moments, mais ça veut dire qu'ils trouvent plus d'intérêt à communiquer avec des gens qui partagent leur centre d'intérêt qu'avec des papas, des mamans, des frères, des sœurs qui ne partagent pas leur centre d'intérêt. Et donc, du coup, ça a une conséquence très importante, c'est que si, en tant que parent, vous arrivez à faire partager vos centres d'intérêt à vos enfants, c'est formidable. Si vous vous intéressez à la pêche à la ligne, vous les intéressez à la pêche à la ligne, très bien. Vous vous intéressez à la musique classique, et eux aussi s'intéressent à la musique classique. Vous faites du piano, ils veulent faire du piano eux aussi. Ça, c'est formidable. Mais bon, souvent, en préadolescence, adolescence, ça commence à devenir difficile et ils commencent à développer des centres d'intérêt qui ne sont plus les vôtres. Ils s'intéressent aux séries télé, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo. Et alors là, il y a des parents qui disent mes enfants s'éloignent de moi. Alors, c'est une façon de voir les choses. On pourrait dire aussi mes enfants rentrent dans la culture actuellement dominante. Ils s'apprêtent à devenir adultes dans une culture qui est la culture la plus répandue aujourd'hui et qui deviendra encore plus répandue dans quelques années. Parce qu'il ne faut pas croire que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui, ils écouteront Jacques Brel demain. Alors, il y en a peut-être quelques-uns, mais bon, c'est pas la règle. Voilà. Et donc, du coup, les parents qui ne font pas la démarche de suivre l'évolution culturelle, qui ralentissent le pas, on pourrait dire, creusent le fossé entre leur enfant et eux, mais au lieu de dire « en ralentissant le pas, je creuse le fossé », les parents disent « mon enfant s'éloigne de moi ». Et vous voyez qu'on peut voir les choses de deux façons très différentes. C'est aussi que les jeunes peuvent dire aussi « mes parents restent à la marge, et moi je vais le mouvement du monde ». Donc avant de dire « nos enfants s'éloignent de nous », réfléchissons à la manière dont nous pouvons, nous, en tant que parents, hésiter à entrer dans la marche du monde parce que ce monde nous paraît souvent trop différent de celui que nous avons connu, de celui que nous pouvions attendre. Donc, bouleversement dans la relation à la sociabilité, vous voyez, avec pour conséquence que quand nos enfants grandissent, soit on continue à réussir à leur faire partager un centre d'intérêt, mais à un moment où ce n'est plus le cas, soit on s'intéresse à leur centre d'intérêt, pas pour rivaliser avec eux, mais pour leur montrer que nous ne méprisons ni ces centres d'intérêt, ni eux de l'intérêt qu'ils y portent. Voilà, donc 4 grands bouleversements, ce que je voulais attirer votre attention, avec encore une fois quelque chose de très important, c'est que vous voyez que la culture du livre traditionnelle, avec l'importance de l'apprentissage par cœur, de la mémorisation de textes, c'est des choses qui sont beaucoup passées aujourd'hui au second plan. En même temps, des nouvelles compétences se développent. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est de ne pas perdre de vue que, quoi qu'il arrive, tout être humain a besoin, pour se situer
dans son histoire familiale, dans son histoire sociale, tout être humain a besoin d'avoir développé la compétence narrative. Ce qui veut dire, ça fait transition avec ce qui suit, ce qui veut dire qu'avec l'enfant petit, c'est ça qu'il va falloir développer, la compétence narrative. Je te parle et tu me parles. Je te regarde dans les yeux et je te parle et tu me regardes dans les yeux et tu me parles. Et quand l'enfant a développé la compétence narrative, vous pouvez être certain que il va s'intéresser aux jeux vidéo, peut-être qu'il va y jouer beaucoup, aux réseaux sociaux, peut-être qu'il va passer beaucoup de temps, puis il va probablement faire sa crise d'adolescence, comme tout adolescent, en allant là où ça fait le plus chez ses parents, c'est-à-dire dans les jeux vidéo et dans les réseaux sociaux, parce que c'est bien connu maintenant que les parents ils n'aiment pas ça, donc forcément ils y vont, par provocation. Mais en revanche, si l'enfant a été élevé dans une culture narrative, eh bien, l'expérience montre que ces enfants-là sortent beaucoup plus vite et beaucoup mieux de la crise d'adolescence, de l'obnubilation sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo qui marquent parfois la crise d'adolescence. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions là-dessus, on va passer à 3, 6, 9, 12. Non, je ne vois pas de doigt levé. Donc voilà, à 3, 6, 9, 12, on va reprendre un petit peu des choses qui viennent d'être dites sur 0,3. Alors 0,3, déjà le bébé il vient au monde au milieu des écrans, parce que vous savez qu'il y a même des bébés dont l'image fétale, avant même leur naissance, a été mise par les parents sur Internet. Quand l'enfant vient au monde, mes amis qui travaillent dans des cliniques d'accouchement me disent que souvent les mamans sont très empressées pour taper sur leur smartphone « Quel moment merveilleux je vis !» puis l'envoyer à leurs amis. Puis le médecin attend que le bébé, ou l'infirmière attend que le bébé, que la maman ait fini de taper ses messages. Puis des fois, le smartphone, il glisse entre la maman et le bébé, alors il faut pousser la maman, il faut pousser le bébé pour le retrouver. Alors ça, c'est le côté un peu drôle, mais en fait, il faut comprendre que les adultes aujourd'hui, enfin les mamans, les papas qui ont un bébé, eh bien, il faudrait que quand ils vont voir le docteur, et quand ils sont suivis avant la naissance, le médecin leur dise « Mais c'est formidable, vous allez avoir un bébé, vous êtes content, bon, on est content. » Alors, vous avez réfléchi, votre vie va changer. Oui, votre vie va changer, ça on sait bien, oui. Mais vous avez pensé que elle va changer aussi du point de vue de votre utilisation du smartphone. Comment ça, elle va changer? Ben oui, vous allez plus pouvoir l'utiliser à tout moment. Parce que quand vous allez être avec vos bébés, il vaudra bien de ne pas utiliser le smartphone. Les parents vont dire pourquoi? Alors ça a été montré, c'est que 52% des parents en autodéclaratif utilisent leur smartphone quand ils parlent avec leur bébé ou quand ils jouent avec leur bébé. En autodéclaratif, ça veut dire qu'on a demandé à des parents, est-ce que vous l'utilisez? 52% disent oui. Probablement, il y en a plus que 52%. Il y en a qui peuvent être un peu honteux, un peu culpabilisés ou minimiser le fait qu'ils l'utilisent. Et donc, ce qui a été montré, c'est que dès qu'un adulte qui s'occupe d'un bébé utilise en même temps son smartphone, encore une fois 52% d'autodéclaratif, les mimiques de l'adulte sont beaucoup plus pauvres. Il interagit que pour une petite part avec le bébé. L'essentiel, c'est le smartphone. L'essentiel, à d'autres moments, c'est le smartphone. Et puis, les phrases sont beaucoup plus courtes. Donc, moins d'interaction mimique, moins d'interaction verbale. Or, ça, on sait qu'entre 0 et 3 ans, le bébé, pour se développer, il a besoin essentiellement, fondamentalement, quasiment exclusivement, d'interactions avec un adulte, avec un autre humain, des interactions qui font intervenir tous les sens. Je te vois, je te parle, je t'écoute, je te touche. Et on sait que c'est important pour développer 4 types de compétences. D'abord la motricité, alors quand on doit prendre avec les mains, motricité fine, mais aussi bouger le corps dans l'espace, dans des activités de jeu partagées. Le deuxième point, c'est que c'est essentiel pour développer le langage. Évidemment, on apprend à parler en parlant. Et puis le troisième point, c'est les mimiques. On apprend à interagir et à identifier les mimiques d'un humain en interagissant, parce que le bébé ne naît pas en étant capable d'identifier toute la subtilité des mimiques. C'est parce qu'il les interagit avec un adulte de référence qu'il apprend à identifier la joie, la peur, la colère, l'amertume, l'inquiétude, etc. Donc appauvrissement des mimiques. Puis quatrième domaine dont un bébé a absolument besoin, et quatrième domaine affecté par les écrans, c'est la capacité d'attention-concentration. Et là, ça ne concerne pas l'utilisation du smartphone qui est interposé entre le bébé et l'adulte. Là, ça concerne la capacité d'un bébé à pouvoir jouer tranquille.
On sait que dans beaucoup de maisons, la télévision marche en permanence. Et il a été montré que lorsqu'un bébé joue sur la moquette, sur le tapis, pendant que la télévision est allumée, ben cela nuit à sa capacité d'attention et de concentration. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait? Vous allez me dire peut-être, mais moi ça ne me gêne pas, au contraire la télé, je suis plus content quand elle marche, je me concentre mieux. Vous savez, il y a même des ados qui mettent la télé ou qui mettent la radio pour se concentrer mieux. Mais il faut bien comprendre que le bébé, il n'est pas comme vous. Le bébé, on sait qu'entre 0 et 3 ans, il y a ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité pour plein d'apprentissages, le langage notamment, les mimiques, mais aussi l'attention-concentration. Fenêtre d'opportunité, ça veut dire comme une fenêtre qui s'ouvre, mais après elle se referme. Ça veut dire que pendant cette période-là, le bébé peut apprendre très vite certaines choses, et que s'il n'apprend pas ces choses-là à ce moment-là, il pourra toujours les apprendre après, rassurez-vous, mais ça sera beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué. Donc il faut profiter des fenêtres d'opportunité. C'est pour ça que dans la dernière version des carnets de santé, vous avez peut-être remarqué, si vous les avez vus, qu'il y a maintenant écrit, entre autres choses, la télévision allumée dans une pièce où joue un bébé nuit à son développement, même s'il ne la regarde pas. Parce que la télévision le dérange, du coup ces périodes de jeu spontané sont plus courtes. Période de jeu spontané d'un bébé, c'est toujours à peu près la même chose. Il prend un objet, il le flaire, il le porte à la bouche, il le secoue, il le regarde, il le secoue encore, il le jette, il crapette derrière. Mais ça, c'est son travail de concentration. Il a été montré que si une télé marche dans une pièce où joue un bébé, ces périodes de jeu sont plus courtes. Et on sait par ailleurs que plus les périodes de jeu d'un bébé sont courtes, plus c'est un indicateur des problèmes que cet enfant aura plus tard pour construire ses capacités d'attention-concentration. Puis inversement, plus les périodes de jeu sont longues, plus c'est un indicateur favorable de ce que sera plus tard ses capacités d'attention et de concentration. Donc vous voyez 4 domaines qui sont affectés, soit par le fait qu'un enfant est laissé devant un écran, soit par le fait qu'un enfant essaye d'interagir avec un adulte moyennement intéressé par l'enfant et intéressé en parallèle à son écran, télé, ordinateur ou smartphone. Il faut bien comprendre qu'il faut envisager toujours ces 2 aspects aujourd'hui dans les capacités de développement du bébé. Donc entre 0 et 3 ans, évitons les écrans et en revanche, si vous trouvez une petite appli formidable sur votre smartphone, sur une tablette, et que vous vous dites « Oh non, ça c'est trop drôle, il faut que je montre ça à mon bébé », vous n'en privez pas. Ça, c'est formidable parce que c'est de la relation. En revanche, ça va durer 10 minutes, un quart d'heure au grand maximum. Vous n'allez pas passer 2 heures à montrer des applis à votre bébé. Il se lasserait avant vous et du coup, vous lasseriez aussi. Donc, toujours en accompagné sur des périodes courtes pour le seul plaisir de plaisanter ensemble. Si vous voulez, il faut avoir à l'esprit que, oui, le bébé, il y a des objets qui sont adaptés à lui. C'est jouer. Puis il y a des objets qui ne sont pas adaptés à lui. Les écrans, les smartphones, les tablettes, les ballons de rugby. Alors, mais si en même temps un papa qui adore le rugby rentre dans la chambre de son bébé en faisant tourner son ballon de rugby au bout de son index, on ne va pas hurler contre lui en disant arrêtez, les ballons de rugby c'est pas bon pour les bébés. Non, les ballons de rugby c'est pas bon pour les bébés. Mais quand un papa rigole avec son bébé parce qu'il aime bien interagir avec son ballon de rugby, voilà, tout le monde en profite. Je veux dire, le bébé et le parent en profitent. L'important c'est d'être bien ensemble. Mais encore une fois, pour les outils numériques, toujours sur des périodes courtes, accompagnées et sans autre intention que d'être bien ensemble et en complémentarité avec les jouets traditionnels, parce que si vous ne jouiez qu'un quart d'heure par jour avec votre bébé, toujours avec un outil numérique, soyez certain que très vite, il vous courrait après en demandant l'outil numérique, parce que ça ne serait pas l'outil numérique qu'il voudrait, ce serait vous qu'il voudrait avec l'outil numérique. Parce qu'il aurait compris que l'outil numérique est comme un hameçon pour le poisson, c'est ce qui permet, l'hameçon permet d'attraper le poisson, l'outil numérique permettrait de vous attraper. C'est pour ça que si vous jouez un petit peu avec un bébé de moins de 3 ans, avec des outils numériques, toujours en accompagné, etc., jouez aussi avec les jouets traditionnels. Alors d'ailleurs, petite indication pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fréquenté une ludothèque, allez-y vite, parce que vous verrez, il y a des tas de jeux passionnants aujourd'hui pour jouer avec les bébés. Il faudrait qu'il y ait des expositions du matériel des ludothèques dans les écoles, dans les entreprises, pour que les gens connaissent vraiment aujourd'hui toutes les ressources qui existent en termes de jeux possibles avec les jeunes enfants. Voilà, donc ça c'est 0,3. Alors à partir de 3 ans, on va commencer à mettre un peu l'enfant seul devant un écran, mais en respectant plusieurs conditions. Alors, il y a une condition de temps, évidemment. Il
ne faut pas laisser l'enfant 5, 6, 7 heures devant un écran tout seul. Donc ça c'est du bon sens. Mais surtout, alors on va essayer de réduire à 1 heure, voilà, ça paraît raisonnable, mais il va s'ajouter pour nous à 3, 6, 9, 12 un certain nombre de conditions. Première condition, on ritualise le temps d'écran dans la journée. C'est un peu la métaphore alimentaire. Vous savez, les parents disent souvent à leur enfant qui demande un morceau de chocolat à 6 heures du soir ou un biscuit à 6 heures du soir, écoute, non, c'est pas le moment de manger un morceau de chocolat ou un biscuit, on va bientôt manger. On ne grignote pas toute la journée, on mange à l'heure du repas. Bon, de la même manière, les écrans, il faut les ritualiser dans la journée. Vous décidez par exemple que votre enfant il a son heure d'écran entre 6 et 7 le soir, ou entre 7 et 8. Vous mettez plutôt le temps d'écran, ou une demi-heure, ou 6h30. Vous mettez plutôt le temps d'écran avant le repas, ou avant le bain, ou avant une activité partagée, de manière à ce que quand vous arrêtez, l'enfant n'ait pas l'impression que ça va être le néant. Donc, il y a autre chose après qui est prévu aussi. Voilà, donc fixez un moment dans la journée, essayez de ritualiser. Vous savez, un enfant, il faut qu'il mange à heure fixe, il dort à heure fixe. Eh ben, c'est très très bien, c'est le début d'apprentissage d'autorégulation. Il peut commencer à anticiper ses activités, parce qu'il commence à construire son horloge intérieure. Et donc c'est très important, à partir de 3 ans, fixer une tranche horaire, la nommer, c'est de telle heure à telle heure. Deuxième chose, vous allez faire en sorte que l'enfant puisse choisir ses programmes. En d'autres termes, ne le mettez pas devant la télé, c'est du défilement continu, évitez Netflix, évitez YouTube, préférez quelques DVD. Même s'il n'y en a que 2, l'âne trotro et Petit ours brun, certains jours il prendra l'âne trotro et d'autres jours Petit ours brun. C'est-à-dire qu'il exercera sa capacité de choix. C'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant aujourd'hui, c'est le fait que la télévision rend passif. Non, si l'enfant choisit son programme. Et puis s'il choisit Petit ours brun plusieurs fois de suite, vous verrez que peut-être il regarde toujours le même épisode, parce qu'il a envie de le comprendre, il a envie de le mémoriser. Et là, on se rapproche de l'histoire lue par un adulte. Évidemment, c'est encore mieux quand l'adulte lit une histoire, mais l'un n'empêche pas l'autre. Un moment pour Petit ours brun, un moment pour l'adulte qui lit une histoire. Mais l'idée, c'est que dans les 2 cas, l'enfant réclame la même chose, parce qu'il le mémorise. Et troisième condition, vous allez lui demander de le raconter. C'est-à-dire le soir, pendant le repas du soir, de préférence pris sans télé, ni tablette, ni téléphone mobile, vous allez lui dire, écoute mon chéri, tu regardais tout à l'heure Petit ours brun, moi j'ai pas eu le temps, il fallait que je téléphone à ta grand-mère, faire la cuisine, voir avec mes collègues de travail, voilà. Et donc, qu'est-ce qui lui est arrivé à Petit ours brun ? Et vous invitez l'enfant à raconter, et vous développez cette compétence narrative dont je vous parlais tout à l'heure. Et vous ne lui faites pas raconter pour savoir ce qu'il a vu. Vous lui faites, il peut inventer un peu, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'il développe la capacité de raconter avec un sujet, un verbe, un complément, des petites phrases. Quand il va grandir, on va introduire le présent, le passé, le futur. Et puis on va introduire les fameuses conjonctions de coordination, mais où est donc Ornicard ? Et là, vous allez développer toute une compétence narrative chez l'enfant, dans un climat, voilà. Puis, beaucoup de gens n'ont rien à se dire le soir. C'est très agréable de faire raconter à l'enfant le petit programme qu'il a vu avant. On rebondit dessus, on raconte un autre souvenir d'un programme qu'on a vu quand on était petit, ou d'un programme Petit ours brun qu'on a vu ensemble une autre fois. Voilà. Donc, vous voyez un certain nombre de choses qui vont accompagner l'introduction des écrans et qui ne vont pas seulement concerner le temps passé. Le temps passé, c'est un élément parmi d'autres éléments. C'est pour ça que, vous voyez, à 3, 6, 9, 12, on a mis j'ai mis le temps en second. J'ai mis le temps en second pour bien montrer que oui, la durée passée devant un écran, c'est important, mais il ne faut pas se focaliser là-dessus. L'important, c'est comme disent tous les spécialistes, c'est de contextualiser le temps d'écran. Et de prendre du temps pour en parler, évidemment, pour développer la compétence narrative. Voilà, donc entre 3 et 6, n'oubliez pas non plus toutes les activités manuelles, pliage, découpage, collage, pétrissage, faire la cuisine, bricolage, tout ce que vous voulez, tout ce qui développe les activités manuelles entre 3 et 6 ans, très très important. Le modelage, donc la musique, évidemment. Voilà, puis l'enfant, donc, il arrive à 6 ans, alors à 6 ans, grande révolution, commence à exister pour les enfants de 6 ans, l'enfant de 6 ans commence à pouvoir bénéficier d'outils numériques éducatifs. Avant, il n'y en a pas.
Avant, ce qui importe, c'est l'accompagnement de l'adulte d'une façon ou d'une autre. À partir de 6 ans, il y a des outils éducatifs. Alors, vous avez Scratch sur Internet, il y a des bibliothèques, des ludothèques d'ailleurs, qui font des ateliers Scratch. Hein. Voilà, un Scratch en accès gratuit, c'est un petit logiciel de programmation avec des petits bouts de phrases qu'on coupe-colle, et puis on appuie sur un bouton, puis un petit bonhomme fait tout ce qu'on a programmé. Vous avez sur les tablettes Apple la possibilité de faire des petits films image par image. Alors ces choses-là, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas seulement mettre l'enfant devant, hein, en lui disant « Regarde mon chéri, je vais te mettre Scratch ». Bon, il faut quand même l'accompagner un peu. Mais c'est dans ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, c'est cet accompagnement qui fait qu'on rentre soi-même dans une culture dans laquelle on n'aurait pas prévu de rentrer. Si je n'avais pas eu d'enfant, je ne me serais jamais intéressé à Scratch. Vous allez dire, ni à Petit Ours Brun, ni à l'intro d'ailleurs. Ceci dit, c'est très très bien fait. Hein, je ne regrette pas de m'y être intéressé. Et donc, outils numériques, alors donc Scratch, des logiciels, et puis l'appareil photo numérique. Vous avez bien quelque part un appareil photo numérique qui traîne. Alors, prêtez-le à votre enfant, vous verrez, il sera très soigneux, et puis il photographiera vos genoux comme jamais vous les avez vus, plutôt que d'aller dans un parc d'attractions très cher où il y a des meubles qui essayent de nous faire comprendre la relation d'un tout petit à son environnement. Vous comprendrez plein de choses en regardant les photos qu'un enfant fait. Photographie les poignées de porte à l'horizontale, hein, alors que vous les voyez par-dessus. Voilà. Donc un appareil photo qui permet à l'enfant d'être introduit au droit à l'intimité, au droit à l'image. Très important après, en plus, quand on va sur Internet. Hein, après, droit à l'intimité, c'est le fait que si mon enfant me photographie à un moment où je n'ai pas envie d'être photographié, je lui dis non, je ne veux pas. Il dit pourquoi? Je lui dis droit à l'intimité. Pourquoi? Droit à l'intimité, j'ai le droit de refuser d'être photographié sans vous filmer, sans avoir de raison à donner. L'enfant, tout de suite, après, il va toujours, quand vous le photographiez, dire droit à l'intimité, je ne veux pas. Et rassurez-vous, ça lui passera au bout d'un mois, même avant. Mais au début, il va jouer avec ça pour voir que c'est réciproque. Il faut respecter, il faut que ça soit réciproque. Puis droit à l'image, c'est quoi? C'est le fait, si votre enfant vous photographie un autre jour, vous pouvez dire, oui, la photo, elle est pas mal, je veux bien que tu la montres à ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, mais tu ne la montres pas à tes copains. Alors, il va vous dire pourquoi, mais il a droit à l'image. La personne qui est sur l'image, elle a le droit de fixer l'utilisation de l'image. Même chose, pendant quelques semaines, il va vous dire droit à l'image, je veux bien que tu la montres à un tel, mais pas à un tel, voilà. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que l'idée fait son chemin, qu'il existe un droit à l'intimité, un droit à l'image. Et ça, c'est très très important. Alors, j'ai également oublié de vous dire deux choses importantes par rapport à la tablette et au smartphone. La tablette d'abord, donc quand l'enfant a 3 ans, souvent des parents disent c'est le bon âge, entre 3 et 6 ans pour la tablette, c'est vrai. On peut faire des trucs bien avec une tablette entre 3 et 6. Le problème, c'est que évitez d'acheter une tablette à votre enfant. Achetez une tablette, oui, mais une tablette familiale. Le jour où vous allez acheter la tablette, vous passez à la papeterie, vous achetez aussi un gros feutre noir, et en haut de la tablette, vous marquez le nom de la famille. Et vous dites à votre enfant, regarde, notre famille, nous avons acheté une tablette. Ici, il y a le nom de la famille, c'est la tablette familiale. Alors après, vous en gérez l'utilisation avec lui, mais si jamais il ne veut pas vous la rendre, à un moment où vous avez convenu qu'il y a une tranche horaire et il est en train de la dépasser, vous lui dites, regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit là? Même si c'est pas lire, très vite, il aura compris que c'est le nom de la famille. Il vous dit le nom de la famille, mais tu vois, la famille la récupère. Alors évidemment, il ne sera pas content. Mais il n'aura pas l'impression qu'il s'agit d'une injustice. Parce que si vous ne pouvez pas acheter un outil numérique à un enfant, puis après lui dire on va te l'enlever. Vous savez, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Non mais ça, vous ne pouvez pas. Non mais vous ne pouvez pas. Je veux dire, l'enfant qui hurle en disant c'est à moi, il a 100% raison. Donc achetez une tablette familiale. Si vous avez plusieurs enfants, ce n'est pas un problème, ils apprendront, vous leur dites, voilà, vous êtes 3, on a une tablette. Oh, pourquoi on est 3 parce que vous allez faire des tranches horaires, un tel rentre à 4h30, il peut l'utiliser de telle heure à telle heure, etc. Alors le gros problème des tablettes, c'est qu'il n'y a pas de... Tout est accessible, il n'y a pas de... On peut pas, à ma connaissance, on ne peut pas introduire des utilisateurs avec des mots-clés. Mais bon, en même temps, à cet âge-là, ils peuvent respecter mutuellement les activités des uns et des autres. Il y en a un qui fait Minecraft à telle heure il fait ses constructions Minecraft à telle heure et un autre fait ses constructions Minecraft à un autre endroit, voilà.
Donc ça, c'était la tablette. Et puis le smartphone c'est un peu plus compliqué encore. Mais c'est pas que c'est plus compliqué, c'est plus exigeant. Je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez jouer avec votre smartphone, avec votre jeune enfant, mais ne prêtez jamais votre smartphone à votre jeune enfant. Jamais. Alors, il est bien évident que le jeune enfant, il va le vouloir, le smartphone, parce qu'il vous voit toujours avec. Donc il pense que c'est un objet absolument merveilleux. Hein, voilà. Mais en revanche, si vous lui prêtez votre smartphone, très vite, il va d'abord établir une confusion entre ce qui est à vous et ce qui est à lui. Il va avoir l'impression que ce n'est pas à vous, que c'est à vous deux. Et puis après, il va le vouloir de plus en plus souvent, en grandissant. Et puis vous risquez d'arriver à cette situation absurde dans laquelle on voit certains parents qui achètent un smartphone à leur enfant de 8 ans, et quand on leur dit « mais ça ne va pas », et ils disent « ben oui, mais on est bien obligé, parce que c'est la seule manière que j'ai trouvé de récupérer le mien ». Parce que l'enfant le veut tout le temps. Donc ne prêtez jamais votre smartphone à votre enfant. Le smartphone, uniquement un usage partagé. La tablette familiale, vous la lui laissez entre 3 ans et 6 ans, tranche horaire dédiée. Mais votre smartphone, toujours avec vous. Donc, vous savez, dites-lui, faites le geste, mon smartphone n'est pas ton jouet. Voilà. Mon smartphone n'est pas ton jouet. Voilà, donc 3-6, donc je reviens, et puis 6-12, 6-9, pardon. 6-9, donc des outils de création numérique. Commencez à parler à l'enfant, justement, de l'âge où il aura son premier smartphone, et là, ça va vous obliger à, si vous n'avez pas fait encore, mais j'espère que vous l'aurez fait encore, à envisager une régulation familiale des écrans, et notamment des smartphones. C'est-à-dire quand vous allez dire à votre enfant, un jour tu vas avoir ton smartphone, et ce jour-là, tu l'utiliseras comme nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne l'utiliseras jamais pendant les repas, et tu ne l'emmèneras jamais dans ta chambre. Bon, je suis sûr que vous êtes beaucoup ici à avoir un smartphone dans votre chambre. Ça ne pose pas de problème. Sauf que si vous avez un ado, il ne fait pas du tout le même usage de son smartphone dans sa chambre que vous ne faites du vôtre dans votre chambre. Vous emmenez votre smartphone pour vous réveiller le matin, mais lui, il emmène son smartphone pour regarder des vidéos, pour chatter avec des copains, pour jouer à des jeux vidéo, jusqu'à point d'heure. Et il le met sous son oreiller, avec le risque qu'un copain insomniaque l'appelle la nuit. Voire même, il met une alerte pour se réveiller la nuit, pour regarder des trucs qui passent seulement à point d'heure. Donc ça veut dire que si vous voulez vraiment protéger votre ado, ce que je pense que vous souhaitez, imposez-vous, alors c'est pas ruineux non plus, vous achetez un réveil. Et donc vous pouvez dire, tu vois, dans notre famille, on a chacun un réveil. Il va dire, votre enfant va dire, non mais on est au 19e siècle. Je dis, non, on a un réveil, c'est comme ça, dans notre famille, on a chacun un réveil. Et donc vous laissez chacun votre téléphone mobile à un endroit le soir, la table du petit déjeuner, la table du salon, peu importe, et chacun le retrouve le matin. Il y aura des resquilleurs, mais bon, la resquille, ça fait partie aussi de l'apprentissage social, donc voilà. Mais en tout cas, le fait de resquiller, c'est pas comme le fait de dormir avec. Le fait de le récupérer entre 11h et 11h30, voilà. Mais c'est pas comme le fait de dormir avec, qui est quand même très problématique, encore une fois, par rapport à tous les usages, à l'extraordinaire tentation du téléphone mobile. Permettre à un ado d'avoir son téléphone mobile dans sa chambre, c'est comme si vous lui installiez un réfrigérateur bourré de victuailles. C'est pareil, vous le feriez pas. Vous voyez, il va manger, vous bourrez de crème au chocolat ou bourré de sauce bolognaise et de choses que les adolescents aiment bien. Et vous le feriez pas. Vous direz, mais c'est le détraquer complètement. C'est pareil. Porter son téléphone mobile dans sa chambre, c'est tout aussi problématique. Voilà, donc dès que l'enfant a 6-7 ans, il a la question du téléphone mobile au bout des lèvres. Quand est-ce que j'aurai mon téléphone mobile? Attendez pas qu'il la pose, anticipez. Tu as dû réfléchir au moment où tu aurais ton téléphone. Oui. Alors là, tu sais très bien, on va en parler. Qu'est-ce que tu en ferais? Qu'est-ce que tu en feras quand on aura un? Est-ce que tu as des copains qui en ont un? Et surtout, dis-tu à ce moment-là, mais tu vois, quand on aura un, tu feras comme nous, tu décroches jamais pendant les repas, tu la laisses sur la table le soir avant de coucher, on n'emmène pas son smartphone dans sa chambre. Ça, c'est très, très important. Ça, si vous voulez, c'est des choses qu'il faut comprendre. Dès qu'on a un enfant, on ne vit pas de la même manière que quand on n'en a pas. Quand on a un enfant, on ne peut plus aller au cinéma en décidant à 8h moins 5 de partir à 8h. Et on a un jeune. Et on ne décide pas non plus de prendre des appels sur son smartphone à tout moment. Il faut établir des règles. Et encore une fois, si les règles ne sont pas fixées de façon familiale, elles ne fonctionneront pas. On n'enseigne bien que par l'exemple. Voilà. Après, l'enfant grandit, donc 9, 12, voilà. On continue à parler
d'essayer de parler avec lui donc, de tous les problèmes posés sur les réseaux sociaux. Vous vous informez sur les jeux vidéo. Il y a un site qui est très bien fait qui s'appelle Pédagogeux. Il y a d'autres sites qui sont en création pour informer les parents. Il y a les promeneurs du net qui sont très bien. Il y a les ambassadeurs du net. Donc faites circuler les infos entre vous. Si vous avez des questions, pas ce soir, mais si vous avez des questions que vous vous posez, utilisez les panneaux d'affichage dans les institutions où vous travaillez, ou demandez la création d'un panneau d'affichage, questions autour du numérique, du genre mon fils de 6 ans veut que j'achète une console, quel modèle je dois choisir? Alors évidemment, vous pouvez aller sur un site internet pour comparer, mais souvent c'est bien aussi d'en parler avec les gens, voir l'expérience utilisateur. Voilà, et puis comme j'ai vu que j'ai parlé un peu plus de 40 minutes, donc je vais très vite. Alors après, vous savez, à partir de 12 ans, l'enfant va prendre de plus en plus ses repères en dehors du milieu familial, mais encore une fois, c'est tout à fait normal. Dites-vous bien que le pire qui puisse arriver, c'est d'avoir un ado gentil. Parce que, pourquoi partirait-il? Il est tellement bien. Et vous êtes tellement bien avec lui. Donc, si vous faites tout pour éviter les tensions, les crises, voilà, eh bien, sachez que vous le garderez longtemps. Alors, si c'est votre choix, d'accord, mais n'escomptez pas qu'il parte en étant heureux de rester. Non, il ne partira qu'en étant heureux de partir, donc mécontent de rester. Donc, c'est la logique de l'adolescence, c'est d'accumuler les situations de crise avec les parents, de telle façon qu'à un moment, ça devient intenable pour tout le monde. Et là, l'ado s'en va, et c'est la crise, et puis quelques années après, il revient, et la relation est excellente. Mais je veux dire, vous voyez, c'est comme une fusée qui doit quitter le sol terrestre, quoi. Il faut de la pousser. Alors cette poussée, c'est des situations de crise avec l'ado incessante qui font que cette poussée va propulser l'ado en dehors de l'atmosphère familiale et lui permettre d'aller ailleurs. Mais en même temps, c'est ça qui va lui permettre de se construire une vie à lui, sinon il ne le ferait pas. Voilà donc rapidement, pour vous rester dans les temps, vous permettre de poser des questions. Donc soit sur ce qu'il y a derrière moi, les domaines que j'ai abordés, ou d'autres domaines que je n'ai pas abordés, il y en a beaucoup. Voilà, merci de votre attention en tout cas. Donc il y a un micro pour les gens qui veulent parler. Je vous demande de lever la main, de vous manifester. J'ai des collègues de part et d'autre avec les micros. Voilà, formuler des questions courtes, si possible, synthétiques, pour que tout le monde puisse en profiter. Oui, Fabien Franco, je suis psychiatre dans la région. Je vous avais connu à l'époque de Tintin. Tout ce que vous dites me semble tout à fait cohérent, très bien, mais en fait, il faudrait que nous commencions à créer nos familles à partir de demain et que nous nous fiancions, nous nous marions, nous ayons des petits-enfants de 3, 6, 9 et 12 ans. Mais maintenant, les jeux sont faits, les jeux sont complètement faits. Hein? Moi, ma fille s'endort dans sa chambre toute la nuit avec son portable depuis maintenant 10 ans. Je viens à votre conférence, je suis complètement séduit, mais les jeux sont faits. Vous nous apportez comme ça un kit 3, 6, 9, 12, mais ici, nous sommes des parents et c'est déjà complètement foutu. Alors, je ne sais pas si je vais vous réjouir ou vous attrister en vous disant que le changement est toujours possible. Alors, il y a de quoi se réjouir de penser que le changement est toujours possible, mais il y a aussi parfois de quoi s'attrister parce que ça oblige quand même à faire un effort. Alors, il faut avoir à l'esprit que nos enfants, déjà, ont beaucoup plus de plasticité psychique que nous. Nous, ça nous est compliqué d'envisager le changement, pas se le cacher. Mais eux, ça leur est compliqué aussi, mais ils sont capables de s'y adapter beaucoup plus vite. Et donc, du coup, si vous décidez un changement des règles,
il va falloir le faire, il va falloir l'anticiper. Alors c'est vrai qu'un enfant à 15-16 ans, c'est plus difficile de changer les règles quand il a 9-10 ans. Mais quand il a entre 6 et 12-13 ans, c'est pas trop compliqué. Ce qu'il faut, c'est l'anticiper. C'est-à-dire, on ne dit pas, à partir de ce soir, les règles changent et demain, tout est différent. Ça ne marche pas. Vous savez que même quand l'État prend des mesures, il l'anticipe toujours et il s'écoule quelques mois entre le moment où les mesures sont annoncées, discutées, votées, puis installées. Donc on ne va pas attendre quelques mois, mais il faut dire par exemple au mois de mai, à partir de pendant les vacances on va faire telle chose et après les vacances on va changer notre mode de fonctionner ensemble avec les outils numériques. Voilà. Alors deuxième chose, il faut que les règles soient claires et partagées, c'est-à-dire on va changer les règles, le justifier, on explique pourquoi et puis on explique qu'elles vont être communes, tout le monde s'y plie. Voilà. Et puis troisième chose, il faut tenir les choses quoi qu'il arrive. Il faut les tenir. Et bien évidemment qu'il y a des changements qui vont être difficiles à tenir, mais si vous ne les tenez pas au début, si vous lâchez, ça partira en quenouille. Donc c'est vrai que c'est trois choses importantes à faire. Donc l'anticiper, le justifier, le discuter. Discuter, c'est-à-dire peut-être que ça ne va pas être tout de suite comme vous voudriez. Peut-être que le téléphone mobile, ça ne sera pas dans la chambre, ça sera dans la chambre jusqu'à 23 heures. Mais ça sera mieux jusqu'à 23h qu'entre 22h et 7h du matin. Donc aménager, discuter. Mais encore une fois, nos enfants font tout pour nous convaincre qu'ils n'accepteront jamais le changement. Pour ce qui les concerne. Ça, ils sont très habiles, vous expliquez non, voilà. Mais sachez qu'ils peuvent le faire. Ils ont la plasticité psychique pour le faire. Et d'ailleurs, le fait de leur dire c'est des règles partagées, le fait de les argumenter, le fait de leur dire le bénéfice qu'ils pourront en avoir, donc il faut qu'il y ait un bonus aussi. Hein, voilà. Si vous dites à des enfants petits, par exemple, tu regarderas moins la télé, il faut leur dire, mais en revanche, tu es grand, on va avoir un long métrage partagé ensemble chaque semaine. Waouh, ça c'est avec les grands. Voilà. Donc il faut évidemment trouver une contrepartie. Voilà. Mais si vous arrivez à manier un peu des règles nouvelles et des avantages que la personne pourra en tirer, eh bien, vous arrivez à faire passer beaucoup de changements. Hein. Mais encore une fois, il faut s'y atteler. Et ça ne peut passer que par la négociation. Ça ne peut pas passer par une autorité qui tombe du ciel, ça peut être la négociation. Mais en même temps, plus vous négociez avec vos enfants, plus vous les préparez à leur vie à venir. Ils vont passer leur vie à négocier. Passer leur vie à négocier leurs conditions de travail, leurs conditions familiales, ils vont passer, dans leur vie privée comme dans leur vie publique, leur vie professionnelle, ils vont passer leur temps à négocier. Donc plus vous négocierez avec eux, même si vous prenez plus de temps que ce que vous voudriez pour négocier et arriver à un compromis que vous pouvez peut-être trouver boiteux, mais qui est un compromis quand même, eh bien c'est du temps bien employé pour les préparer à l'avenir. Bonsoir. Annie-Claude Dumais, psychologue. Voilà. Je voulais savoir s'il y avait des études qui montraient qu'il y avait un lien entre beaucoup d'écrans et les troubles envahissants du développement chez le jeune enfant notamment, parce qu'on a quand même une recrudescence dans les écoles d'enfants très perturbés. Et moi j'ai vu un reportage sur France 2, je crois, qui montrait qu'un enfant très très fréquemment exposé au smartphone pouvait avoir ce type de comportement. Oui, alors c'est un grand débat. Parce qu'il y a des exemples extrêmes qui sont donnés d'enfants qui passent 5-6 heures par jour avec des outils numériques, smartphones, tablettes. Et je vous dis ce qu'en dit l'Académie américaine de pédiatrie. Parce que quand on dit l'Académie américaine de pédiatrie, ça paraît tout de suite plus sérieux quand on le dit de soi-même. Donc le porte-parole de l'Académie américaine de pédiatrie s'est prononcé, parce que vous savez qu'en France, il y a eu une publication mettant en avant 3 cas d'enfants regardant la télévision, utilisant des outils numériques plusieurs par jour, présentant un certain nombre de troubles psychodéveloppementaux. Et donc, le porte-parole de l'Académie américaine de pédiatrie a dit que, compte tenu de la gravité des troubles signalés, si elle était vraie, bien sûr, beaucoup d'autres facteurs devaient interagir que la simple présence de l'écran. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si un enfant est 4-5 heures par jour devant un écran, eh bien c'est que c'est une alerte sur une situation dans le meilleur des cas, de désintérêt des parents pour l'enfant et dans le pire des cas, de maltraitance. Voilà, c'est-à-dire aujourd'hui, en effet, le fait qu'un enfant soit beaucoup devant un écran doit être un signe d'alerte
Quant au malaise familial, c'est des familles qui ont besoin d'être aidées, qui ont besoin d'être prises en charge. Voilà. Et souvent, d'ailleurs, on s'aperçoit que la présence de l'enfant devant un écran n'est qu'un effet collatéral du fait que le parent lui-même met d'abord la télévision en permanence pour lui, la pièce est petite, où le parent laisse l'enfant à côté de lui, voilà. Et du coup, la présence de l'enfant devant l'outil numérique est un dommage collatéral. Ou le parent regarde la télé et donne la tablette à l'enfant pour l'occuper juste à côté. Voilà. Donc c'est très très préoccupant, mais le diagnostic, la situation n'a pas encore été assez bien étudiée pour qu'on puisse faire la part de ce qu'il en est de l'écran et de ce qu'il en est du désintérêt familial pour cet enfant qui est donc laissé dans un état de non-communication. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Mon fils passe des heures devant les écrans, c'est pas parce qu'il est livré à lui-même et qu'on ne lui propose rien, c'est juste qu'il n'a pas envie d'autre chose. Et là, on est forcément démunis parce qu'on n'est pas dans un rapport de force avec un ado de 12 ans pour lui dire maintenant il fait beau dehors, tu viens avec nous, on va jouer au foot. Quel âge a-t-il ? 12 ans. 12 ans et c'est très perturbant pour nous. Alors j'ai bien compris ce que vous aviez dit au début, qu'il y a un grand décalage entre les enfants qu'ils sont aujourd'hui et ceux qu'on était au même âge, mais forcément c'est très inquiétant pour nous de voir qu'ils ne sociabilisent que par les jeux vidéo ou les réseaux sociaux, qu'il n'a pas envie de faire autre chose que des jeux vidéo alors qu'il fait beau dehors et qu'il pourrait aller jouer au foot. Oui, on ne les laisse pas, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, c'est juste qu'ils choisissent volontairement de passer des heures devant les écrans et que ça les isole et qu'en plus, après, ça fait monter un taux d'agressivité chez eux qui est encore plus difficile à gérer. Oui, tout à fait. Alors, j'ai peut-être mal compris la question d'Adam, mais je comprenais la question d'Adam par rapport aux très jeunes enfants. Donc c'est pour ça que ma réponse portait sur les très jeunes enfants. En revanche, alors je m'excuse parce que j'ai un truc juste dans l'œil et je ne vous vois pas. Voilà. En revanche, ce que vous décrivez, c'est une situation différente. Parce qu'à 12 ans, un certain nombre de compétences sont installées. La reconnaissance des mimiques, en principe, est installée. La capacité de parler, elle est installée. La capacité manuelle, en principe, elle est installée. La capacité d'attention-concentration, elle est en construction, elle est en bonne partie installée. Donc, ce n'est pas la même situation que décrivait la dame. Alors, en revanche, dans la situation que vous décrivez, la question principal, à mon avis, c'est de savoir qu'est-ce qu'il fait. Alors évidemment, si vous lui demandez, il ne vous le dira pas. Mais vous avez des manières un peu contournées de l'apprendre quand même. Pour les enfants un peu grands, au-delà de 9-10 ans, qui passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo, je propose toujours aux parents et aux professionnels d'ailleurs de poser les mêmes 3 questions. La première question, c'est est-ce que tu joues seul ou avec d'autres ? C'est pas, si vous voyez à quel jeu il joue, vous le saurez, parce qu'il y a des jeux auxquels on ne peut jouer qu'avec d'autres, mais tous les gens en réseau, je pense qu'aujourd'hui, un garçon de 12 ans qui passe beaucoup de temps sur les jeux, c'est des jeux en réseau. En revanche, il faut savoir que les jeux en réseau, on peut les jouer tout seul. Bon, il faut quand même lui demander, est-ce que tu joues seul ou avec d'autres ? Probablement, il va vous dire avec d'autres, donc vous lui demandez s'il joue avec d'autres qu'il connaît ou pas. Donc, s'il vous répond qu'il joue avec ses camarades, vous lui dites, ah bon, tes camarades, ceux que j'ai vus le jour de ton anniversaire, est-ce que c'est des garçons, est-ce que c'est des filles, comment ils s'appellent, dis-moi, est-ce que je connais les parents, voilà. Et donc, du coup, vous savez si le temps que votre enfant passe dans les mondes numériques est un temps pendant lequel il se socialise, ou bien peut-être, au contraire, un temps dans lequel il se désocialiserait s'il y jouait seul ou avec des inconnus. S'il vous répond qu'il joue avec des inconnus, vous lui demandez pourquoi il joue avec des inconnus. Mais un enfant qui joue avec des inconnus, c'est souvent un enfant qui a de la peine à avoir des copains dans son établissement scolaire. Donc cette première question, elle va vous renseigner sur ce qu'est sa vie en dehors du jeu, alors que vous lui donnerez l'impression de ne le questionner que sur le jeu. Parce que si vous lui demandez est-ce que tu as des copains, il vous dira toujours oui. Si vous lui demandez est-ce que tu joues seul avec d'autres, qui vous dit je préfère jouer avec d'autres que je ne les connais pas, ça voudra dire qu'il n'a pas de copains.
Alors ensuite, la deuxième question que vous allez lui poser, c'est est-ce que tu as des pratiques de création? C'est-à-dire, est-ce que tu fais de la photo? Alors peut-être au début, il va un peu vous balader parce qu'il aura l'impression, comme vous ne lui avez jamais posé la question avant, c'est un peu tard. Alors vous allez faire amende honorable, vous allez dire que, ben oui, quand on a votre âge, c'est des fois difficile de suivre l'évolution, mais que ben, vous y avez réfléchi, vous avez entendu quelqu'un en parler, vous avez découvert qu'il y a des pratiques de création dans les jeux vidéo. Donc voilà, vous allez faire amende honorable, vous allez revenir plusieurs fois près de lui, gentiment, et vous allez demander finalement, ben, est-ce que tu fais des photos, est-ce que tu fais des petits films, et est-ce qu'il t'arrive de mettre tes créations sur YouTube ou ailleurs? Et puis peut-être au début il ne vous répondra pas, peut-être il vous répondra. S'il en fait, c'est très bien, parce que c'est très socialisant, on ne peut pas le faire tout seul, et en plus c'est très créatif. S'il n'en fait pas, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire qu'il est uniquement dans le jeu, c'est-à-dire dans la consommation du jeu, et pas dans une activité de création dans le jeu, puisqu'actuellement tous les jeux permettent cette activité de création. Puis la troisième question, c'est est-ce que tu as pensé à ton métier plus tard? Donc s'il vous dit vaguement oui, tu as pensé à faire ton métier dans les professions du jeu vidéo, tu es toujours à jouer aux jeux vidéo, est-ce que tu as pensé à faire ton métier de profession du jeu vidéo? S'il vous dit ne serait-ce qu'un tout petit oui, c'est très très bon signe. Il faut pousser. Si en revanche il vous dit non, je ne m'intéresse pas à mon avenir, je préfère jouer, c'est très mauvais signe. Donc au bout du compte, pour caricaturer un peu, s'il vous dit qu'il joue tout seul, ou avec des inconnus, qu'il n'a pas de pratique de création et qu'il ne pense pas à son avenir, je vous conseille de prendre rendez-vous dans un centre médico-psychologique. Voilà. Parce que, si vous voulez, ce qui est problématique, c'est pas de passer des plombes sur le jeu vidéo. Ce qui est problématique, c'est d'y passer du temps non créatif et non socialisant. Alors à partir de là, peut-être que vous pouvez aussi essayer de comprendre, si c'est la réponse est celle-là, vous pouvez aussi essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour que votre enfant, tout d'un coup, ait envie de se retirer de cette façon-là. Si ce n'est pas créatif, si ce n'est pas socialisant, c'est une attitude de retrait. Alors on s'aperçoit là qu'il y a un certain nombre d'éventualités, il y a 3 grandes éventualités. Il y a les enfants qui ont été soumis à des situations pénibles dans leur vie personnelle auxquelles ils veulent échapper. Et la situation qui revient souvent, c'est le harcèlement. Beaucoup d'enfants qui se replient sur les jeux vidéo sont des victimes de harcèlement qui n'arrivent pas à en parler. Peut être une autre raison, hein, ça peut être une rupture amoureuse, rupture affective, un camarade qui est parti loin, le meilleur copain est parti loin, il ne veut pas en parler, mais il en souffre, du coup il se replie dans les jeux vidéo. Puis vous avez deuxième éventualité, les événements familiaux. Ça peut être un deuil, une perte d'un grand-parent par exemple, qui s'est beaucoup occupé de ses petits-enfants, et donc quand le grand-parent meurt, l'enfant peut se déprimer grave, souvent les parents ne le voient pas. Parce que les parents ont l'impression que c'est eux les parents. Après tout, leurs parents, c'est que les grands-parents. Mais pour certains enfants, les vrais parents, c'est les grands-parents, qui sont vraiment occupés de leurs enfants, de leurs petits-enfants donc. Parce que les parents étaient très occupés par leur boulot. Et donc les grands-parents étaient disponibles. Donc perte d'un grand-parent, situation de deuil, ça peut provoquer cette situation de repli. Puis donc vous avez d'autres événements, l'annonce par les parents de leur séparation, qui font plonger les enfants dans le jeu vidéo pathologique. Voilà. Et puis la troisième éventualité, ben, c'est évidemment le début d'une pathologie, c'est-à-dire il faut penser, c'est pour ça que je vous dis consultation en CMP, si vous avez exclu les 2 autres séries d'éventualités, vous en parlez avec lui, vous voyez, et sinon, ben, ça peut être le développement d'une phobie sociale, développement de toutes les dépressions, voilà, d'un certain nombre de troubles qu'on voit à l'adolescence, hein, mais qui sont tous bien susceptibles d'une bonne prise en charge, voilà. Mais il faut commencer, vous voyez, par lister, par comprendre ces trois questions sur le jeu, et puis que vous lui posez, et ces 3 questions que vous vous posez à vous-même sur l'éventualité d'une situation traumatique personnelle, d'une situation traumatique d'origine familiale, et peut-être des signes de souffrance psychique auxquels il faut être attentif. Voilà. À partir de là, ça devient trop personnel pour que je puisse vous aider plus. Il y a une autre question ? Moi, je suis maman de 2 ados, un de 13 ans et un autre de 15 ans et demi. La règle du téléphone fonctionne pour celui qui a 13 ans. Bon, il faut lui rappeler tous les jours, mais ça marche. Et celui de 15 ans et demi, pas du tout. Celui qui a 15 ans et demi, ça marche pas du tout. Il est très fort, il joue sur « tu ne me fais pas confiance », vous voyez. Mais, donc, et je vois pas trop comment je peux négocier, parce que j'estime que dans ce cas-là, c'est l'autorité parentale. Il y a des règles à respecter pour son bien et il doit s'y plier.
Point. Je vois pas ce que je peux négocier avec lui là-dessus. Il n'y a pas de négociation pour moi. Il n'y a pas d'enfant tyran, il y a que des parents qui acceptent de se faire tyranniser. Alors, est-ce que vous avez un portable? Vous avez un réveil? J'ai un réveil et mon téléphone reste dans la cuisine. C'est très bien. Mais 15 ans et demi, alors ça dépend, parce que 15 ans et demi, il y en a qui sont déjà en pré-professionnel, donc qui s'apprêtent à... Ah ben alors... Non, mais écoutez, ça me rappelle une fois une personne qui m'a dit « Mais comment est-ce qu'on peut gérer les questions d'écran en famille sans jamais provoquer de crise ?» Oh ben, je lui ai dit « Si c'était possible, ça se saurait. » Donc, si vous voulez, on peut toujours tout rattraper à tout âge. Alors, 15 ans et demi, c'est tard. Si vous attendez 16 ans et demi, 17 ans et demi, ce sera plus compliqué encore. Ceci dit, il faut voir si la situation actuelle est vraiment problématique. C'est-à-dire que si les résultats scolaires sont à peu près satisfaisants, si votre enfant a une socialisation avec des copains, il les retrouve dehors, chez vous, chez eux, il a des activités diversifiées, il ne faut pas forcément aller à la crise pour faire tenir une préconisation du docteur Tisseron. Ça serait vraiment absurde. Voilà. Mais en revanche, si vous avez l'impression qu'il y a un certain nombre de problèmes qui s'accumulent, là, vous pouvez justifier l'accumulation des problèmes pour exercer votre autorité. Écoutez, nos ados, ils sont logés, blanchis, nourris, gratos chez nous, et vous voudriez en plus qu'ils fassent la loi. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, mais aujourd'hui, c'est... Justement, je ne fais pas ça. Eh bien voilà, alors vous vous donnez les moyens, mais je vous dis que aller à l'affrontement n'est pas forcément une bonne idée si la gestion est bonne. Si la gestion, si vous voulez, je vous ai dit, c'est écrit, je vous l'ai dit, l'important c'est pas le temps passé, l'important c'est l'activité. Donc j'étais ce matin avec quelqu'un qui me racontait que il est parti en voyage avec sa petite fille, mais qui est grande maintenant, qui est polytechnicienne, et il me disait 9 heures, donc il visitait des musées avec elle, et 9 heures par jour, elle était sur son smartphone. Et même dans les musées, elle était sur son smartphone. Parce que ça, c'est la nouvelle culture. C'est pour ça que je vous ai parlé de la nouvelle culture. Mais en revanche, il faut savoir que tous ceux qui passent 9 heures par jour sur leur smartphone n'ont pas une activité socialisante et créative. C'est ça le problème. Donc, soit vous arrivez à savoir si votre enfant a une activité sociale et créative, si vous posez la question, vous ne le direz jamais, mais en revanche, vous pouvez le savoir par le fait qu'il ait une socialisation, qu'il a envie de partir en vacances avec ses copains. En 15 ans et demi, on peut très bien partir une semaine en colonie avec des copains ou accompagné par un adulte qui prend une semaine pour être avec eux. Voilà. Donc, s'il a une bonne socialisation, s'il a des résultats scolaires satisfaisants, ben, vous essayez de discuter le plus possible avec lui pour avoir une bonne idée de ce qu'il fait et pouvoir en parler avec lui. Mais il n'y a pas de raison d'aller à la crise. Si vous voulez, encore une fois, le temps passé n'est qu'un indicateur parmi d'autres. L'important, c'est de contextualiser ce temps passé. Il y a des enfants qui sont... Ce que disent les sociologues, c'est que la génération qu'on appelle les fameux millénials, bon, il y a beaucoup de bêtises de dire sur millénials, mais il y a une chose certaine, ils se lèvent avec leur téléphone, ils le gardent toute la journée à la main et se couchent avec leur téléphone. Mais c'est une génération, statistiquement, qui va beaucoup plus souvent au cinéma avec ses copains que toutes les tranches d'âge confondues, qui va plus souvent au restaurant manger avec ses copains que toutes les tranches d'âge confondues, qui va plus souvent avoir des expositions avec ses copains que toutes les tranches d'âge confondues, et qui lit autant que toutes les tranches d'âge confondues. Donc ce qui veut dire que si votre fils va avec ses copains au restaurant, va avec ses copains écouter des concerts, faire du cross, faire du hockey sur béton, faire n'importe quoi, ne vous inquiétez pas. Mais il vaut mieux quand même, par rapport à l'utilisation du smartphone la nuit, qu'ils n'emmènent pas leur téléphone dans leur chambre la nuit. Mais on ne peut pas non plus en faire une fixette et créer des situations de crise là où il n'y a pas nécessité de les créer. Encore une fois, c'est tout le reste qu'il faut prendre en compte. Et si tout le reste fonctionne bien, ne faites pas une fixette là-dessus. Mais soyez préoccupés de tout le reste. Socialisation et création. Merci Monsieur Tisseron. Il reste 2 petites questions. Oui. Vous êtes d'accord? Après, oui. Voilà. Non, mais parce qu'on suit le timing qu'on s'est dit, il y a aussi la dédicace. Alors, la dame là-bas, puis ensuite ici. Merci. Et puis on arrêtera. Bonsoir plutôt.
Est-ce que l'usage des écrans a un impact particulier chez un enfant qui a des troubles de l'attention et de la concentration, comme les TDAH? Oui, alors ça dépend ce qu'il fait avec les écrans. C'est-à-dire que, de toute façon, un enfant qui a des troubles de l'attention et de la concentration, il n'utilise pas les écrans de la même manière qu'un enfant qui n'a pas de troubles de l'attention et de la concentration. Alors, c'est-à-dire qu'un enfant qui a des troubles de l'attention et de la concentration, il va passer très vite d'un événement à un autre. Il ne va pas développer une continuité. Par exemple, s'il joue à un jeu vidéo, il va peut-être être moins intéressé au déroulement des dialogues. Il va beaucoup plus aller dans des moments d'interactivité. Il va moins accepter à certains moments d'être confronté à des actions qu'il ne contrôle pas, parce que tout de suite son attention va s'éteindre. Voilà. Donc, ça dépend des troubles de l'attention et de la concentration. Le mieux, c'est que s'il a des troubles de l'attention et de la concentration, il vaut mieux que ce soit vu par un pédiatre. Hein, voilà. Et puis à partir de là, vous parlez des jeux vidéo auxquels il joue, vous parlez avec lui de la manière dont il y joue, mais faites-lui raconter. Vous verrez, s'il est capable de raconter des jeux auxquels il joue, c'est que sa capacité d'attention et de concentration n'empêche pas quand même d'être attentif à l'histoire et de la comprendre. Voilà. Mais s'il est incapable de vous raconter les histoires... Les jeux de football. Voilà, comme ça c'est clair, c'est très limité, jeux de football. Des jeux vidéo de football, genre FIFA. D'accord. Oui, vous faites raconter, parce qu'il y a les coups francs, il y a toutes sortes de choses, il y a les manières de jouer des joueurs. Voilà. Non, mais l'important... Ah, c'est... Voilà, donc tu vas être soumis maintenant à la nécessité d'expliquer à ton papa et ta maman comment tu joues à l'intérieur des jeux. Mais, comment dire, ayez toujours à l'esprit que il y a le jeu, il y a la manière d'y jouer, il y a l'environnement, il y a la façon d'en parler, il y a toujours beaucoup d'éléments. Hein. Et aujourd'hui, beaucoup de chercheurs renoncent à ces études dans lesquelles on demande à des gens de jouer puis on les teste, parce que ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir individuellement comment les gens gèrent leur jeu. En tout cas, FIFA, c'est des jeux à durée déterminée, donc ça déjà c'est très bien. Ce n'est pas des jeux infinis, c'est des jeux à partie déterminée. Ça, c'est... Voilà, ici s'il vous plaît. Bonsoir Monsieur Tisserand. Je voulais parler un peu, vous entendre parler des réseaux sociaux, de la façon dont on peut en parler avec les adolescents, parce qu'ils sont quand même de plus en plus nombreux à les utiliser, et certains ont des mésaventures plus ou moins graves sur les réseaux sociaux. Donc comment leur apprendre à mettre des limites et les dangers de ces réseaux? Oui, alors ça serait bien que les institutions scolaires contribuent à ça, parce que beaucoup de parents sont très ignorants des réseaux sociaux, d'autant plus que la fréquentation des réseaux sociaux par les jeunes change beaucoup. Vous savez, ils désertent Facebook maintenant, ils investissent d'autres espaces. L'utilisation des réseaux sociaux varie aussi selon les utilisateurs. Donc il faut les mettre en garde à la louche, les mettre en garde contre l'économie de l'attention, le fait que les informations mises sur les réseaux peuvent devenir extrêmement insistantes, de manière à inviter les utilisateurs à donner toujours plus d'informations personnelles, pour nourrir les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, qui s'est rajouté maintenant dans la liste. Donc leur parler de l'économie de l'attention, cette espèce de tension permanente, mais qui ne mène à rien. Les mettre beaucoup en garde contre le risque de ne plus aller sur les réseaux sociaux pour interagir avec leurs copains, mais pour se comparer aux autres. Ça, c'est la grande maladie des réseaux sociaux. Enfin, je me dis, ça touche tout le monde, n'en est pas touché. Mais je veux dire, des enfants ou des adultes qui vont dans les réseaux sociaux, non pas pour échanger des informations, des potins, c'est des potins, voilà, des infos, mais pour se comparer à d'autres, ça c'est ravageur, donc parler de ça aussi. Parler du sexisme, du harcèlement, des fake news, parler du danger de l'information continue. L'information en continu, c'est très dangereux parce que c'est l'information filmée par les protagonistes d'un drame avec leur smartphone, que ce soit un tsunami ou que ce soit un bombardement. Les gens filment, ils mettent sur les réseaux sociaux.
et on l'a vu pendant les attentats, information en continu qui est toujours très chargée émotionnellement, qui est peu contextualisée parce que personne n'a encore le recul suffisant pour y comprendre quoi que ce soit, et qui est désespérante parce qu'on a toujours l'impression qu'on assiste à tous les malheurs du monde sans rien pouvoir y faire. Donc ça, il faut l'expliquer aussi. Voilà. Donc il faut expliquer quoi, les problèmes qu'on y trouve. Et puis essayer de ne pas dramatiser non plus, parce que les sociologues qui s'intéressent aux grands ensembles ont montré que les jeunes font statistiquement plutôt un bon usage des réseaux sociaux. Il faut savoir que quand un adulte va sur les réseaux sociaux, ce qui l'intéresse, c'est de rencontrer quelqu'un de très différent de lui qu'il ne rencontrerait jamais dans la réalité. Je suis employé de bureau, je rêve de rencontrer une danseuse du ventre ou une hôtesse de l'air, mais les ados, eux, quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils y vont d'abord pour retrouver leurs copains de proximité. Et il a été montré que, alors je vous renvoie, si ça vous intéresse, il y a un accès libre sur Internet, un rapport de l'UNICEF paru en fin 2018, qui s'appelle les enfants connectés, je crois, ou adolescents connectés, enfants connectés, et vous verrez que le rapport de l'UNICEF, qui est assez court, il se lit bien, il accumule des études internationales qui montrent que statistiquement, les adolescents font plutôt un très bon usage des réseaux sociaux. Et le rapport de l'UNICEF même introduit une notation humoristique qui dit que c'est un usage boucle d'or. C'est comme dans le camp boucle d'or, ni trop grand, ni trop petit, ni trop peu, ni pas assez. Voilà. Enfin, ni trop, ni pas assez. Et en revanche, ce qu'on sait, c'est que, par d'autres études, que ceux qui les utilisent mal, les réseaux sociaux, on sait qui c'est maintenant, parce que pendant très longtemps, on savait que, en effet, statistiquement, les réseaux sociaux étaient bien gérés par les adolescents. Maintenant, on sait, et on savait qu'il y avait une partie qui les gérait très mal. Maintenant, on sait quelle est la partie qui les gère très mal. Alors, il y a deux types de jeunes qui gèrent très mal les réseaux sociaux. La première catégorie, c'est les enfants qui étaient en souffrance avant d'aller sur les réseaux sociaux. Des enfants qui étaient victimes de harcèlement, de maltraitance, de sévices physiques, sévices sexuels, et quand ils vont sur les réseaux sociaux, ils y apportent leur malaise, et du coup, ils vont faire un usage rapidement pathologique des réseaux sociaux. Puis il y a une deuxième catégorie d'adolescents, dont on sait aujourd'hui qu'ils font un usage problématique des réseaux sociaux, c'est les adolescents de milieux défavorisés. C'est-à-dire ceux qui grandissent sans être accompagnés par leurs parents, des parents qui sont incapables de répondre à leurs questions sur les réseaux sociaux, qui ne s'y intéressent pas, qui les méprisent, voilà. Et ces enfants issus de milieux défavorisés, on s'aperçoit qu'ils ont aussi un usage très problématique des réseaux sociaux, notamment avec des réseaux sociaux numériquement très réduits à des gens qui leur ressemblent beaucoup, donc il y a peu de diversité culturelle voilà, dans leur réseau, et puis souvent avec des échanges assez trash, voire des photos du corps qui prennent la place de discours de vie qu'on ne peut pas tenir, parce que pour pouvoir tenir du discours de vie, il faut avoir grandi dans une culture narrative. Or, dans les cultures de milieu populaire, souvent la narrativité est très peu présente, et souvent il y a des histoires familiales même qui sont pas dites, qui sont pas parlées, voilà, problème de rupture sociale, rupture familiale, etc. Voilà, donc vous voyez, statistiquement, les sociologues disent, voilà, et les cliniciens, eux, ce qu'ils montrent, c'est que deux catégories menacées, c'est les enfants de milieux défavorisés populaires et les enfants en souffrance avant d'accéder aux réseaux sociaux. Ce qui veut dire que si vous ne tombez pas dans la catégorie milieu populaire, si vous voulez que vos enfants fassent un bon usage des réseaux sociaux, gratifiez-les, encouragez-les, félicitez-les quand ils font quelque chose de bien, accompagnez-les, voilà, et ils feront le moins mauvais usage possible, même le meilleur usage possible des réseaux sociaux. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez, ça c'est assez, on le sait depuis peu de temps, et c'est vraiment très éclairant. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Monsieur Tisserand, pour votre générosité, pour votre travail.